La Covid est de retour et avec elle une épidémie de bronchiolite en embuscade. Mais sommes-nous mieux armés cette année ? Bonjour à toutes et à tous. En 2022, la bronchiolite a frappé fort, touchant un enfant sur 5 et la gravité n'était pas en reste. Un enfant sur 25 a été hospitalisé, mettant une fois de plus en lumière les toits pitoyables de nos hôpitaux qui ont pourtant réussi à faire face. Personne, ni les soignants, ni les parents ne veut revoir un tel scénario. Mais 2023, année plus sereine ? Pas si sûr, surtout quand le ministre de la Santé avance la vaccination anti-Covid face à une menace, paraît-il, grandissante. Pour éclairer ce débat hautement politique et crucial, nous avons invité un expert renommé en maladies infectieuses pédiatriques, le professeur Robert Cohen. Restez avec nous pour cette nouvelle émission de Politique Santé, ça promet d'être passionnant. Bonjour Robert Cohen. Bonjour. Alors vous êtes président du GPIP, le groupe de pathologie infectieuse pédiatrique, président du Conseil national professionnel de pédiatrie, et créateur d'un réseau d'experts en vaccination, Infovac, dédié à informer les médecins sur les problématiques complexes liées à la vaccination. Je n'ai pas fait d'erreur ? Non. Très bien. Alors avec notre expert co-animateur, le professeur Jean-François Bergmann. Bonjour Jean-François. Bonjour. Nous avons décidé de programmer cette émission très vite parce que l'actualité est riche ces derniers jours. Vous nous rappelez, Jean-François, les faits importants ? Mais donc l'arrivée d'un nouveau traitement, un anticorps monoclonal contre le virus syncytial, le responsable de ces bronchiolites, qui vient d'être autorisé par la Haute Autorité de Santé, qui est donc disponible gratuitement, mis sur le marché, et avec des recommandations qui s'y associent d'utilisation assez systématique. Nouveau traitement et autre sujet d'actualité, l'annonce faite le 15 septembre, c'est récent, par Aurélien Rousseau, notre nouveau ministre de la Santé. Concernant la Covid et l'avancée de la campagne de vaccination qui était initialement prévue au 17 octobre et qui a été avancée au 2 octobre dans un contexte, dit-il, qui laisse penser qu'il y a une circulation plus marquée du virus, fin de citation, ce qui incite à vacciner plus tôt. Alors on commence par le Covid, de nouvelle épidémie, Robert ? Oui, et une nouvelle épidémie qui risque de toucher plus les enfants. Ça ne veut pas dire qu'ils auront des formes graves, hein, mais rendez-vous compte que depuis mars 2022, nous n'avons pas eu de grosse épidémie. Ça veut dire que tous les enfants qui sont nés depuis mars 2022 ne sont pas immuns du tout vis-à-vis d'aucune souche de Covid. Peut-être qu'on a 5-10%, mais on n'a pas de études séroépidémiologiques. Donc, nous, on fait systématiquement des prélèvements. J'anime un groupe de recherche sur ce domaine-là, et on fait systématiquement des prélèvements multiples. Et le virus qu'on a le plus en ce moment, c'est bien le SARS-CoV-2. Alors, encore une fois, on est pris de court, hein, d'où cette précipitation à vacciner de la part de notre ministre ? Je ne sais pas si c'est une précipitation à vacciner, mais si le vaccin est disponible, autant qu'on le fasse tout de suite, parce que la durée de protection, c'est pas la peine de le faire après l'épidémie, puisqu'on va perdre beaucoup de choses. Oui, c'est quand même un peu précipité. Ça devait être prévu le 17, ce qui est quand même octobre, ce qui est quand même pas une date très, très tardive. Là, il l'avance de 2 semaines quand même. Ça a beaucoup marqué les gens. Je pense que depuis début septembre, même fin août, on a déjà pas mal de cas qui sont pas de grave, hein, qui ne surchargent pas nos hôpitaux, mais quand on fait des prélèvements, ils sont positifs assez fréquemment. Donc on a un peu de mal à se rendre compte de ce que sera l'ampleur de l'épidémie de cette année, où on se doute. Alors, l'ampleur de l'épidémie en forme grave, probablement on a beaucoup du mal à apprécier, probablement qu'elle ne sera pas si importante que ça si on vaccine les sujets à risque. Par contre, est-ce que le virus va circuler ? Oui, il circule. Nos derniers chiffres à nous, c'est 20-25% de prélèvements positifs. On prélève. C'est beaucoup, oui. Mais on n'a pas un mot sur la gravité, on ne sait pas. Non, on ne sait pas. La quasi-totalité du nombre de cas qu'on voit ne sont pas graves. Oui, mais on ne sait pas. On ne sait pas encore. On a toujours peur que les sujets les plus fragiles, puisqu'aujourd'hui on a une immunité de groupe, une immunité individuelle qui nous protège pas mal des formes graves, mais pas des formes bénignes. Et donc, protégeons les sujets à risque, et autant que ça se fasse maintenant. Jean-François Bergmann. Et alors, est-ce qu'on peut considérer que l'hôpital est prêt ? Alors, ça va dépendre des formes graves. Le scénario d'une épidémie de très grande ampleur qui augmente les hospitalisations de façon importante est un scénario peu probable. Mais ça s'arrête là. Mais par contre, que le virus circule parce qu'il est très contagieux, parce que nous ne sommes pas protégés des formes bénignes, ça c'est une assez grande certitude. Mais c'est toujours une pyramide, hein, c'est-à-dire qu'on sait que ça va être une pyramide. Est-ce qu'elle va être comme ça ou resserrée ?
l'hypothèse, c'est plutôt qu'elle va être... Robert, la France n'est pas le pays de référence. Il y a bien d'autres pays qui sont en avance. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces pays-là? Un petit peu la même chose. Mais pas de gravité particulière. Pas de gravité particulière. Alors, nous sommes une émission politique. On va rêver un peu, Robert, en disant que vous êtes le nouveau ministre de la Santé. Face à l'inquiétude, la réelle en ce moment, il dit quoi, le nouveau ministre de la Santé, sur ce qui nous attend? Je crois que le ministre de la Santé doit d'abord renforcer les réseaux de surveillance pour avoir très vite des réponses. Or, je trouve qu'on a très vite arrêté les surveillances pour des questions budgétaires et autres. Par exemple, en pédiatrie, il n'y avait plus de surveillance du Covid, sauf celle assurée par mon groupe de recherche. Sur ce domaine-là, on avait arrêté de regarder. Donc, premièrement, avoir les bons outils pour dépister très tôt les phénomènes épidémiques. D'accord ? Deuxièmement, avoir les outils de réponse. Il faut moi, je ne suis pas... Jean-François, vous le savez, j'ai développé la théorie de la dette immunitaire depuis 2-3 ans. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. C'est-à-dire que ce qu'on a vu l'année dernière, c'est ces épidémies de très grande ampleur parce qu'on a porté le masque en permanence. Je ne suis pas pour le port du masque permanent. Mais quand on rentre... Donc un ministre qui dirait, il ne faudra pas porter... Parce qu'on s'attend à ce qu'il parle du masque, du retour du masque. Mais dès qu'on voit que les phénomènes épidémiques partent, la seule façon d'écréter les pics, c'est les phénomènes, les mesures d'hygiène... Dont le masque. Dont le masque, bien sûr. Alors, idiot mais de porter pas permanent. Le masque. On ne peut pas être en permanence, courir un 10 km en courant le 100 mètres en permanence. Ce n'est pas possible. On est obligé de contrôler, et donc l'idée générale, c'est que quand on n'est pas en phase épidémique, les plus fragiles doivent se protéger, et puis quand on est en phase épidémique, pour éviter les pics qui risquent de déborder notre système de santé, renforcer fortement nos mesures d'hygiène. Jean-François. C'est toujours un petit peu compliqué pour nous tous, c'est de s'apercevoir que les recommandations sont différentes d'un pays à l'autre. Alors on peut dire les profils épidémiologiques ont été différents aussi, mais... On a du mal à s'en sortir entre ce qu'a fait l'Angleterre ou ce que préconise l'Angleterre, ce qu'on a fait en Allemagne, en Italie. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une Europe de la prévention du Covid ? Je crois que beaucoup de décisions qu'on prend, c'est le reflet de notre système de santé, de l'histoire de notre système de santé. Et de l'acceptation de nos populations vis-à-vis notamment du dysfonctionnement des hôpitaux, parce que moi j'appelle ça un dysfonctionnement. Mais par exemple, vous savez qu'au Québec, que je connais bien, vous allez aux urgences pour les enfants, le temps de moyenne d'urgence, c'est 8 heures. Toute l'année. Et les Québécois acceptent ça. Je ne suis pas sûr que les Français soient prêts à accepter ça. J'ai plusieurs de mes petits-enfants qui vivent en Angleterre, c'est pareil. Il ne faut pas s'imaginer que la médecine anglaise, on voit de très belles statistiques, mais la médecine de tous les jours n'est pas celle que nous avons connue. On est en train malheureusement d'évaluer comme ça. Je crois que le niveau n'est pas tout à fait le même. Mais les règles restent quand même les mêmes. C'est-à-dire qu'il faut avoir de bons outils épidémiologiques pour pouvoir très vite réagir et très vite installer les mesures qui peuvent être efficaces. Un des sujets politiques post-pandémie dont on évite de parler, c'est le coût astronomique de la biologie. Alors, vous allez nous le ramener, ce coup-là, c'est quoi les nouvelles recommandations? Alors, moi, personnellement, depuis très tôt dans la pandémie, je me suis battu pour des tests antigéniques qui étaient très spécifiques et suffisamment sensibles pour surveiller des épidémies et qui diminuaient les coûts de façon considérable. Bien sûr, ça n'exclut pas qu'on fasse de PCR de temps en temps pour les malades les plus graves, mais ce côté systématique avant PCR, toute hospitalisation, il faut arrêter. Tous les tests, on a enseigné ça à nos étudiants pendant des années, un test s'interprète en fonction de la probabilité pré-test. Là, on a tout oublié pour le Covid. On teste tout le monde par des gens qui ne savent absolument pas ce qu'ils cherchent, comment ils cherchent. Non, la médecine doit rester la médecine. Pour faire un test, il faut avoir une probabilité pré-test pour pouvoir interpréter le résultat. Et en fonction du niveau de base, ces tests vont être plus ou moins intéressants. Mauvaise nouvelle pour les biologistes. Je reviens comme sur le masque, parce que tous les professionnels de santé qui nous écoutent, eux, c'est maintenant le masque. L'épidémie est considérée comme étant arrivée pour que eux... Je ne dis pas qu'aujourd'hui, dans la situation épidémiologique actuelle, qu'on doit remettre le masque systématiquement. Mais il faut être très vite prêt à le remettre dans les cabinets médicaux. Et les pharmacies et les infirmières. Et avoir cette réactivité. Moi, à mon sens, aujourd'hui, vu le peu de retentissement sur le fonctionnement
de l'hôpital, c'est ça qui nous avait bloqués, hein, plus que tout le reste. Pour moi, on n'y est pas encore. Mais il faut être prêt à... Il faut conduire ça de façon très active, prêt à changer. Alors, on va passer maintenant à la bronchiolite. J'aurais pu titrer vers une nouvelle vague. La bronchiolite en ligne de mire et les leçons apprises du passé. Professeur Cohen, pourquoi cette bronchiolite a été catastrophique l'année dernière? Alors, pour nous, c'est un phénomène qui est clair, qui est maintenant reconnu par tout le monde. Qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, quand on a porté tous des masques, quand on a fait attention, eh ben, les virus respiratoires qui se transmettaient de la même façon que le SARS-CoV-2, ben, ils ont moins circulé. Ça aboutit à ce que nos pics soient moins hauts, mais ce qui aboutit aussi, c'est que les virus n'ont pas circulé. Or, la plupart de ces virus respiratoires n'ont qu'une immunité relativement courte dans le temps. Et on sait très bien que les épidémies de bronchiolite surviennent quand le taux d'anticorps sur le sang du cordon, c'est-à-dire le taux d'anticorps des mères, est suffisamment bas pour que le virus, le VRS en l'occurrence, puisse toucher une grande partie de la population. Donc on a eu un an et demi de mesures plus ou moins strictes. Je ne parle pas des confinements qui ont été finalement assez courts. Ça a empêché. Donc la population ne s'est pas immunisée. On s'est retrouvé en septembre 2022 avec une large partie de la population non immunisée et l'immunité a flambé. Et c'est exactement, l'expression est bonne parce que c'est comme si un conducteur malveillant et maladroit jetait sa cigarette de sa voiture en plein hiver alors qu'il a plu. Ça ne va pas s'enflammer, hein, la forêt, mais quand on est en pleine période de sécheresse, l'épidémie part et on n'arrive plus à la contenir. C'est vraiment cette image est bonne. Mais l'image des épidémies de bronchiolite hivernale, on l'a depuis des années. Est-ce qu'on n'aurait pas pu se douter, compte tenu de ces masques 2020-2021, que l'hiver 22-23 allait être catastrophique? Est-ce qu'on a anticipé? Est-ce qu'on a prévu? Est-ce qu'on a fait ce qu'il fallait pour libérer des lits? Parce que finalement, ça ne s'est pas très bien passé. L'hiver dernier, il y a eu des transferts de malades, il y a eu des services qui ont été complètement embouteillés. Et donc, est-ce qu'on n'aurait pas pu faire un peu mieux dans la programmation et la planification? Alors, d'abord, je voudrais revenir sur les épidémies antérieures. Tous les ans, il y avait une épidémie de bronchiolite, mais d'intensité qui variait à 10% près. D'accord ? C'est-à-dire que on était toujours plein, des années un peu plus en difficulté, mais à 10%. Mais 10% dans un hôpital surchargé, c'est beaucoup. D'accord ? On était... c'était pas la goutte, là, en l'occurrence, qui faisait déborder le vase, mais plus que la goutte. Et là, on arrive avec une épidémie à plus de 30%. Est-ce que les gens qui auraient dû en tenir compte ont tenu compte de ce risque d'épidémie important, hein, en l'occurrence ceux qui sont chargés de surveiller nos épidémies? La réponse est clairement non. D'accord ? Mais est-ce que pour autant, on aurait pu, en l'absence de nouveaux produits, contrôler mieux ça? Pas forcément, parce que l'hôpital, en tout cas en pédiatrie, était au bout du système. Et c'est pour ça qu'il y a eu au décours les fameuses assises de pédiatrie où on a dit, écoutez, c'est pas possible que ça continue comme ça, il faut qu'on remette à plat le fonctionnement. Alors, finalement, il n'y a pas eu de décision qui a été prise pour les assises de pédiatrie, mais c'est ça qui a déclenché. On a vu que c'était pas possible de continuer comme ça. Oui, c'était en partie prévisible, mais c'est comme une prévision... On y croit, on n'y croit pas. Il y a, dans notre administration, on a quand même beaucoup tendance à... Ça va aller. Finalement, ça va. Ça, bon. Oui, hein? Oui, si vous avez passé un peu... C'était une épidémie franco-française ? Non, elle était absolument mondiale. Donc encore moins excusable de ne pas avoir été prêt. Quand je dis mondiale, en tout cas, les pays qui ont appliqué les mesures de prévention du Covid. Par exemple, en Afrique du Sud, dont le niveau socio-économique les empêchait d'appliquer, imaginez-vous dans les townships, mettre des masques, le distancement, etc., c'était pas possible. Il n'y a pas eu d'arrêt d'épidémie de bronchiolite pendant le Covid, et donc il n'y a pas eu de rebond après le Covid. Il y a un très joli article du Lancet où on montre très bien ça, et on explique
parfaitement ça par justement, eux n'ont pas eu de dette immunitaire vis-à-vis du VRS. Il a continué à circuler puisqu'ils ne pouvaient pas appliquer les mesures d'hygiène comme il aurait fallu. Par contre, dans les pays développés, que ce soit en Amérique du Nord ou en Europe, on voit ça. Et on a même vu, et ça j'espère qu'un papier qui sortira bientôt, plus la baisse a été forte, plus la remontée a été élevée. Donc vraiment ce concept de dire, finalement on a besoin d'une simulation immunitaire permanente, on ne peut pas arrêter toutes les épidémies tout le temps, ce sont des virus ubiquitaires qui font partie de notre patrimoine immunologique. En dehors de la vaccination, on ne sait pas les contrôler, donc, et de la maladie naturelle. Donc c'était en partie prévisible, mais je dois dire avoir eu beaucoup de discussions avec les structures chargées de surveiller les épidémies. Je n'ai pas eu l'impression d'avoir une écoute suffisante. Alors, faisons fi du passé, on va faire un peu de politique fiction. Est-ce qu'on va être prêt, est-ce qu'on peut être confiant sur la bronchiolite de l'hiver 2023-2024 parce qu'on craint l'émergence de nouvelles souches de virus plus virulents? Alors, d'une façon générale, les années où il y a eu une très forte épidémie, l'année suivante, l'épidémie est moins forte, pour les raisons que j'ai expliquées. Pas parce que ce sont les nouveau-nés, ceux-là, ils ne sont pas immunisés, ils arrivent. Mais c'est parce que leur mère leur transmet un taux d'anticorps qui est plus élevé. Tous les nouveau-nés qui arrivent. Voilà, pour les nouveau-nés qui arrivent, l'immunité de la population plus élevée, On peut espérer que naturellement, il y ait moins d'infections. Mais c'est juste une espèce... Le sens de ma question, c'était pas plus ou moins d'infection, c'est un virus plus virulent. Alors on dit par exemple que le changement climatique et la pollution atmosphérique pourraient favoriser la transmission du virus. Alors, c'est des hypothèses respectables comme toutes les hypothèses, mais on n'a aucun élément de preuve sur ça. Le seul élément de preuve qu'on a, c'est que quand les adultes et les grands-enfants ne sont pas immunisés, l'épidémie est plus forte, le virus circule plus. Mais on n'a pas de notion de virulence particulière du virus pour le VRS, alors qu'il y a beaucoup de VRS différents. Donc on se retrouve devant une espèce d'équation à plusieurs inconnus qui dépend de la quantité de masques et de barrières Covid des années précédentes, qui dépend de la gravité et de la sévérité de l'épidémie future, qui dépend de la mémoire de l'hiver dernier. C'est assez compliqué, tout ça mélangé. Alors finalement, est-ce qu'on pense qu'on aura une épidémie plutôt calme pour 23-24 ou comme l'année dernière, sans parler des traitements sur lesquels on va revenir? L'hypothèse principale que j'ai, c'est que l'épidémie sera moins forte. D'accord ? D'autant plus qu'on va avoir, en plus de l'effet naturel, d'accord, on a justement des nouveaux traitements qui peuvent nous aider à contrôler. Donc l'hôpital peut dormir tranquille, selon le professeur. L'hôpital ne peut jamais dormir tranquille. Oui, mais là en pédiatrie du moins. Parce qu'il n'y a pas que le VRS, il n'y a pas que la bronchiolite. Je me suis permis, comme je l'avais fait pour projeter l'hypothèse d'une dette immunitaire, de prévoir ce qui va se passer cette année. Je suis aujourd'hui plus inquiet en nombre de malades, je ne parle pas en nombre d'hospitalisations, pour le SARS-CoV-2 chez l'enfant, que je ne le suis pour la bronchiolite. Par contre, pour le virus de la grippe, c'est très difficile, parce que ce qui a circulé dans l'hémisphère sud cette année a été assez intense, assez précoce, et il y avait plus de H1N1 que H3N2. On ne reproduit pas toujours ce qui se passe dans l'hémisphère sud. Donc, même si je suis plus rassuré pour la bronchiolite à cause de la situation épidémiologique antérieure et des nouveaux outils, je ne suis pas complètement tranquille sur le fonctionnement des urgences et de la virologie, des hospitalisations pédiatriques. Justement, venons-en, cette année, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Alors, il y a des grosses nouveautés qu'on attendait depuis bien longtemps, puisqu'il y a des méthodes de prévention, deux grandes familles de méthodes. D'une part, des anticorps monoclonaux, on connaît bien pour d'autres traitements de maladies chroniques, Nirsevimab, Beyfortus de chez Sanofi, qui est une injection donc d'un anticorps qui va protéger l'enfant, et puis on parlera après peut-être des vaccins qui arrivent juste derrière. Avec tout de suite une confusion que je perçois chez les gens en préparant cette émission. Dans les deux cas, ils disent qu'il s'agit des vaccins. Or, on a bien compris que le premier, l'anticorps monoclonal, n'est pas un vaccin, même si ça s'injecte.
alors que l'autre vaccin est un vaccin traditionnel. Alors, qu'est-ce que vous dites de ce... Alors, d'abord, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai participé au développement de ces deux produits. Aussi bien le nirsevimab que... Donc, vous n'avez pas de conflit d'intérêt concernant ces deux produits-là? Oui, je n'ai pas un conflit d'intérêt compétitif. Oui, mais j'ai participé aux deux. Mais finalement, Jean-François, pour le nouveau-né, c'est la même chose. Soit il reçoit des anticorps monoclonaux qui ont été fabriqués à l'extérieur, soit il va recevoir les anticorps de sa mère. Parce que le projet derrière, c'est une vaccination pendant la grossesse, d'accord, par un vaccin qui va permettre le transfert des anticorps et qui va protéger pendant quelques mois le nourrisson. Et c'est un petit peu, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, ce qui protège beaucoup les enfants, ce sont les anticorps de leur mère. Plus ils sont élevés par les maladies antérieures, ce qu'on ne sait pas toujours, par la vaccination de la mère qui arrivera l'année prochaine probablement, puisque l'autorisation de mise sur le marché à la fois aux États-Unis et en Europe a été obtenue, mais ça ne sera pas encore disponible cette année. Pour l'enfant, c'est de la protection passive. Le rôle d'un animateur, c'est quand il y a une confusion, d'essayer d'exprimer sa confusion. Là, on parle de trois choses, si je ne résume. Les anticorps monoclonaux, la vaccination de la mère pendant la grossesse, et aussi d'un vaccin des enfants qui va arriver à risque d'hospitalisation, non? Alors, le vaccin pour les enfants à risque d'hospitalisation, c'est pas tout de suite. Ce qu'on va disposer très rapidement, c'est un vaccin de l'adulte, qui est déjà du VRS, parce qu'on s'est aperçu que chez le sujet âgé, le VRS, c'était un grand pathogène, d'accord? La vaccination de la femme enceinte, qui a obtenu l'autorisation de mise sur le marché en Europe il y a très peu de semaines, et aux États-Unis, mais qui n'est pas encore disponible. Et puis, il y a les anticorps. Mais la vaccination de l'enfant en tant que tel, que ce soit l'enfant sans pathologie sous-jacente ou l'enfant avec pathologie sous-jacente, là, les études ne sont pas encore là. C'est pas encore fait. Alors, on va revenir cet anticorps monoclonal, désormais disponible en France, fait par le laboratoire Sanofi. Vous allez voir, c'est important quand même. Il est disponible, hein? À quel prix? Alors ça, pour l'instant, vous savez qu'il vient d'à peine passer la HAS, et pour l'instant, les doses dont nous disposons, c'est une commande d'État. D'accord? Oui. Parmi les urgences sanitaires, il y a une commande de l'État. Donc, ça vous choque pas qu'on ne sache pas le prix de ce médicament, alors combien ils en ont commandé 200 000. 200 000. L'État français a commandé 200 000 doses à Sanofi, à un prix secret. qu'on aimerait bien savoir. Déjà, on a deux éléments dans la question de Jean-François Bergmann. Premièrement, le prix, pourquoi tant de secrets? Ça paraît hallucinant. 200 000, c'est quand même pas mal, surtout que ça ne doit pas être bon marché. Et puis, moi, j'ai toujours appris qu'il y avait 300 000 naissances par hiver. Alors, les 200 000, ils vont protéger qui? Comment on fait? Alors, il y a deux éléments de réponse. Le prix. Le prix réel que paye l'État pour les médicaments n'est pas celui qui est affiché sur les boîtes. Jean-François, je ne vais pas vous l'apprendre. Hein. Donc, entre ce qui est affiché sur la boîte d'un vaccin ou d'un médicament et ce que doivent rendre les firmes en fonction du volume, etc. Donc déjà... Juste un point, parce que Jean-François Bergmann est le co-animateur désormais de cette émission. Vous dites pourquoi il serait au courant? Parce que vous avez eu des fonctions dans le médicament. Vous pouvez nous les rappeler? J'ai travaillé à la commission de la transparence et à la commission d'AMM. Donc il connaît bien. Ce que je dis est exact, Jean-François. Tout à fait. Tout à fait. Donc, sauf qu'on sait habituellement qu'un anticorps monoclonal est plus cher. Ceux qui existent actuellement, il n'y en a aucun à moins de 200 € sur la boîte. On ne sait pas non plus le prix officiel, alors que des vaccins coûtent en général beaucoup, beaucoup moins cher. Donc là, on a pris une option, disons, monoclonale chère, sauf si on arrive à casser le prix des monoclonaux. Mais c'est secret. Voilà. Mais voilà. Donc, moi, je suis dans une méconnaissance du coût réel pour l'État français de l'ensemble des vaccins pédiatriques. Vous ne trouvez pas ça grave que quelqu'un qui soit aussi important que vous dans cette pathologie, dans les décisions à prendre, ne connaisse pas le prix du traitement? Oh, j'ai une petite idée, comme Jean-François, mais je ne connais pas réellement le prix. Pourquoi il ne nous donnerait pas sa petite idée? Oui, pourquoi vous ne nous donneriez pas votre petite idée? Vous parlez pour le Beyfortus ou pour les autres vaccins? Ah non, pour le Beyfortus, ce qui a été annoncé, ça serait le prix d'un vaccin premium.
Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire les dernières générations de vaccins, du style HPV, du style Shingrix, etc. C'est combien? Oh, c'est au-dessus de 100 € et en dessous de 200 €. Ouais. Bah, Voilà. Ce qui n'est pas trop cher pour un anticorps monoclonal. Hein, si Non, j'arrive non, à faire celui-là. Et le vaccin pour les mères pendant la grossesse va être du même ça, ordre? j'ai pas la moindre idée. D'accord. C'est pour ça que les Anglais, qui sont bien plus prudents que nous, mettent en balance les deux. Apparemment, ils ont choisi, les Anglais. On va voir Non, ça ils vont proposer les deux. Et après, le prix sera décisif dans leur choix. Si on revient à ce problème de la vaccination d'une femme qui va accoucher, si une femme accouche en octobre et qu'on la vaccine en août ou en juillet, l'enfant n'aura pas des anticorps monoclonaux qui lui tiendront toute la saison hivernale de l'infection de bronchiolite? Alors, on a d'autres expériences. D'abord, il y a des études qui démontrent, les études qui ont conduit à l'AMM du vaccin administré pendant la grossesse. On a un délai pendant plusieurs mois et à peu près, quel que soit le moment où est fait le vaccin, dans la fourchette où le vaccin est indiqué. Parce que le taux d'anticorps monte très vite, mais son passage est amélioré avec le temps. Par exemple, on a l'expérience du vaccin contre la coqueluche des femmes enceintes, on a l'expérience de la vaccination antigrippale des femmes enceintes. Je ne parle pas en France parce que malheureusement, on a des taux de couverture qui ne sont pas suffisants dans ce cadre-là. Mais dans d'autres pays comme l'Angleterre, qui a très 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 bien fait ça, on sait que vous vaccinez entre la 20e ou la 34e semaine, le taux de protection contre la coqueluche, il va être excellent. C'est pareil pour la grippe, d'accord? Oui, mais là, si c'est un enfant qui naît en septembre, il faudra que ça tienne jusqu'en mars de l'année suivante. Alors, est-ce qu'on ne devra pas faire des combinaisons? Et là, je pense au coût induit, des combinaisons vaccin de la mère, puis anticorps monoclonaux. Alors, sauf pour les sujets les plus... D'abord, une des difficultés, c'est que les enfants les plus fragiles sont les grands prématurés. Et la vaccination pendant la grossesse, le taux de passage d'anticorps est assez faible et ne sera pas une technique. Donc, on ne pourra pas se passer d'anticorps monoclonaux, on ne pourra pas baser complètement la stratégie sur les vaccins. Et en plus, le VRS est susceptible d'évoluer, comme les autres virus à ARN, monocaténaires, etc. Mais alors aujourd'hui, l'efficacité, elle est de combien? Oui, donnez-nous l'efficacité, parce qu'on n'a pas parlé de l'efficacité à la fois des anticorps monoclonaux et de la vaccination. Donnez-nous les chiffres. Alors, là encore, on va dire que la fourchette va être entre 70 et 85%. Pourquoi la fourchette, on peut dire... Pourquoi? Pour les anticorps monoclonaux? Pour les deux. Pour les deux? Pour les deux. Même fourchette? Voilà, à peu près. Mais sauf que, par exemple, les études qui ont été faites vis-à-vis des vaccins ont été faites pendant le Covid. Ce n'est pas une situation basale. Par contre, l'étude Harmonie qui a été faite en France et auquel les Français ont largement participé, je parle des maternités françaises et des pédiatres français, sont arrivés à une année de VRS absolument majeure, avec des mères qui avaient probablement pas d'anticorps et avec un taux d'efficacité qui monte au maximum. Par exemple, on prend l'exemple, je fais une étude où déjà l'épidémie de bronchiolite a été forte l'année dernière, donc avec des mères qui ont des taux d'anticorps. Comme je me compare à l'autre groupe, le taux d'efficacité peut être en particulier. Il sera toujours présent, mais donner un chiffre précis pour l'efficacité, c'est pas comme pour le tétanos, d'accord? C'est pas le tétanos, c'est pas la diphtérie. Donc, grosso modo, on est dans cette fourchette, on va dire 70% à 85-86%. Et la stratégie ceinture et bretelle du professeur Berman, qui est de faire vacciner la mère et de tout ça... Elle est probablement coûteuse, avec cette idée fondamentale qu'on ne va pas empêcher les enfants d'attraper le VRS. Ouais, on va protéger une période vulnérable, qui est celle des premiers mois de vie. C'est celle où les enfants sont hospitalisés, avec des besoins d'oxygène, parfois des besoins de ventilation plus agressifs. Et c'est ça qu'on va protéger. On ne protège que ça. Cette année, il y a beaucoup de Covid et beaucoup de masques, on aura moins de bronchiolite. Et donc, si à la fin de l'hiver prochain, il y en a beaucoup moins d'hospitalisation avec des 70% de réduction, Sanofi va triompher, les épidémiologistes vont triompher, les hôpitaux vont triompher. On va dire, mais de toute façon, c'était une bonne année.
Jean-François, vous avez mis le doigt où il faut. Donc on ne peut pas se contenter juste du taux d'incidence de bronchiolite, même de bronchiolite à VRS, pour dire que ce programme vaccinal a été un succès. Donc le but des études que nous conduisons, c'est justement de comparer ceux qui ont reçu l'immunisation à ceux qui n'ont pas reçu. C'est comme ça qu'on verra, parce que si c'est la variation naturelle, en plus, ça c'est clair que ça ne suffira pas à dire que voilà, on a moins de bronchiolite, ça y est, les hôpitaux n'ont pas été débordés pour les bronchiolites, ils sont peut-être pour autre chose. Je n'avais pas pensé au masque. Mais déjà, l'épidémie naturelle risque d'être moins importante que les années précédentes. Si en plus, on est obligé de remettre les masques pour le Covid, alors là, on n'y verra plus rien. En tous les cas, on a décidé de donner ces anticorps monoclonaux à tous les nouveau-nés, avec ou sans facteur de risque, c'est ce qui a été acté. Et pourtant, comment est le SMR de ce produit, service médical rendu ? Alors, la commission de la transparence de la Haute Autorité de Santé a analysé le dossier avec les études cliniques qui étaient dedans et a donné un SMR modéré, un service médical rendu modéré. C'est-à-dire qu'en principe, si on devait se le payer, ça serait 30% de remboursement par la sécurité sociale et le reste par sa mutuelle. Bon, là, c'est gratuit, mais n'empêche que c'est que modéré. C'est pas un médicament qui est au top du service médical rendu. Et une amélioration du service médical rendu, ASMR, de niveau mineur, ASMR 4, en gros, parce qu'il n'y avait pas de modification fondamentale des passages en réanimation et des hospitalisations des formes les plus graves. Donc on a un peu une impression que la HAS l'a pris, l'a remboursé, est contente, mais son avis est peut-être un peu moins euphorique que ce qu'on entend à droite à gauche en disant cet hiver, il n'y aura plus de bronchiolite, les hôpitaux de pédiatrie vont être tranquilles tout l'hiver. Alors, pour moi, on est tout à fait dans une logique d'agence. D'accord ? Je crois que ce que je viens utiliser vous parle. Vous n'aimez pas les agences ? Non, c'est-à-dire que... Pas du tout. C'est un des meilleurs experts auprès de la, la NSF. Donc, vous m'avez expliqué, attendez, avant de faire cette émission, il m'avait dit qu'il ne faut pas mettre tout sur le dos des politiques. Quand il y a un problème, bien sûr. Il faut surtout aussi commencer à parler des agences. Bien sûr. On voit que, par exemple, on avait un anticorps monoclonal qu'on réservait aux grands prématurés. D'accord ? 400 € la dose, 5 injections. D'accord ? Bon, j'ai cru comprendre qu'une ASMR favorable pour ce produit-là aurait pu faire discuter un prix plus élevé, ce qui n'en est pas question. Donc, c'est pas parce que... Et de dire que c'est pareil de faire une injection par mois d'un volume de 1 à 2 millilitres à faire une seule injection à 0,5 millilitres, il n'y a pas d'ASMR pour l'enfant. Moi, je suis pédiatre, je me suis toujours mis dans la situation, qu'est-ce que je ferais pour mes enfants, en particulier pour mes petits-enfants. Donc, cet ASMR 5, c'est la logique de la HAS, mais c'est une logique qui n'est pas audible, ni pour les enfants, ni pour les familles, ni pour les pédiatres. C'est-à-dire une injection versus de 0,5 millilitres pour la très grande majorité des enfants, versus une injection de 1 à 2 millilitres. Regardez ce que c'est qu'une cuisse de prématuré. C'est juste... on n'a jamais immunisé un prématuré ou un enfant de 2 kilos dans ce cas-là. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'amélioration du service médical rendu. Ils ont dit qu'elle était mineure. Hein ? Ils ont dit qu'elle était mineure. Ils n'ont pas dit qu'il n'y en avait pas. Par rapport au Synagis... Pas par rapport au Synagis, voilà. C'est vrai. Or, moi, je parlais hein. Par rapport au Synagis. Je disais par rapport au Synagis. Moi, franchement, quand j'ai lu ça, je me suis dit, bon, on comprend plus très bien. Maintenant, je voudrais rebondir sur un point de Jean-François. Est-ce qu'on va faire disparaître la bronchiolite ? La réponse, c'est non. On va vous faire un calcul qui est très simple. Moi, je ne connais que la règle de 3 comme modèle mathématique. Il y a 30 000 bronchiolites hospitalisés par an, en moyenne, si on lisse sur quelques années. D'accord ? Le VRS n'est responsable que de 70% d'entre eux. Les autres, ce n'est pas du VRS. C'est de la grippe, c'est de l'human métapneumovirus, c'est des virus, d'autres virus, des rhinovirus, etc. Donc, c'est là, il n'y a pas beaucoup de chances que l'anticorps monoclonal sert. Bon.
Donc il reste 20 000 qui sont liés au VRS probablement. Sur ces 20 000 liés au VRS, tous les parents ne vont pas accepter d'avoir une injection. Et on revenait, pourquoi ce chiffre de 200 ou 300 000 ? En France, il est rare que la première année, on obtienne des taux de couverture d'immunisation qui soient, d'où la commande en visant grosso modo 50%. Donc ils ont prévu les anti-vax. Il n'y a aucun programme. Okay. Et derrière moi, un produit qui n'a jamais été vendu ou commercialisé pour être efficace à 100%. Vous me demandiez quelle est la fourchette d'efficacité. Donc, si je résume en faisant des règles de 3 absolument simples, mais qui sont difficilement critiquables, ça va réduire de 6 000 à 8 000 le nombre de bronchiolites. C'est ce qui rend le système insupportable et ce qui rend les enfants en danger. Donc moins de tension dans les hôpitaux si tout va bien. Et déjà peut-être moins de tension parce que l'année sera favorable, parce qu'on aura des masses du Covid et parce qu'on aura... moins de tension pour la bronchiolite. Je ne suis pas sûr pour le reste. Quand même, je voudrais revenir là, sur cette histoire vaccin anticorps monoclonal. Si on prend l'Angleterre, l'Allemagne et l'Italie, ils vaccinent les mères. Ils ne peuvent pas vacciner encore cette année. Hein. Ils n'ont pas le vaccin. Ils ont choisi de prendre le vaccin. Alors, parce que la position anglaise... Ils ne donnent pas l'anticorps monoclonal. Les Anglais ont le vaccin de GSK. Les Anglais ont... Ouais. La position anglaise, elle ouvre les deux possibilités. Ce qui ouvrira la possibilité d'une compétition dans le coût des deux stratégies. Alors, pour revenir au vaccin, il y a 2 vaccins contre le VRS qui sont aujourd'hui ou disponibles ou très rapidement disponibles. Il y en a un de GSK qui n'est pas applicable aux femmes enceintes. Celui dont on parlait, c'est un vaccin du sujet âgé. Il n'a pas été retenu pour les femmes enceintes pour des raisons que je pourrais développer, mais qui sera un peu longue à développer. Et puis, il y a le vaccin de Pfizer, qui, lui, est pour les femmes enceintes et les sujets âgés. D'accord ? Donc, le vrai concurrent, entre guillemets, en termes de prévention pour les petits, c'est le vaccin de Pfizer, et puis l'anticorps monoclonal d'AstraZeneca Sanofi, et puis d'autres qui promettent d'arriver après. Donc on a un peu l'impression que les choses seront claires dans quelques années où tout le monde aura tout et on aura des politiques et des recommandations officielles. Là, on se demande si on n'est pas dans les Français pour Sanofi, les Anglais pour GSK, les Américains pour Pfizer, dans une espèce de... Ça ressemble à ça, quoi. GSK n'est pas dans la course pour cette prophylaxie-là. Ouais. Elle l'est avec un excellent vaccin pour le sujet âgé, mais n'est pas dans ce... Donc ça, c'est pas la raison du choix. La deuxième, c'est que... On dit France-Angleterre, alors Pfizer, France-États-Unis. Oui. Change juste, c'est un autre match, mais ça reste toujours... D'ailleurs, c'est pas Sanofi tout seul, c'est Sanofi Astra. Hein, bon, voilà, en plus viennent les Suédois et les Anglais, ça complique. Donc, mais est-ce que c'est pas un petit peu étonnant? Je reviens sur une position critiquable peut-être de l'agence qui donne un ASMR modéré, une ASMR mineure, de voir derrière ça une campagne publique de la DGS, des sociétés savantes, de dire c'est gratuit et tout le monde doit le faire. C'est un peu étonnant pour un médicament, c'est un médicament dont on n'a pas d'expérience, on n'a pas l'habitude d'une proactivité si active des pouvoirs publics. Ça, je suis complètement d'accord sur le fait que s'il n'y avait pas eu l'état de catastrophe des urgences pédiatriques l'année dernière, je ne pense pas que les autorités de santé auraient commencé. Quand je dis qu'on a frôlé la catastrophe, nous n'avons pas que frôlé, nous l'avons touché de temps en temps. Jean-François, vous disiez tout à l'heure que des transferts, on avait l'habitude des transferts, mais là, il n'y avait même plus de place, l'épidémie était partout. On a fait des soins à des enfants qui n'étaient pas dans les lieux adaptés, des enfants qui auraient dû être en réanimation et qui n'ont pas été en réanimation et qui ont pris en charge en pédiatrie générale alors que leur état de santé aurait justifié plus, never again. D'accord ? C'était pas possible qu'on reprenne ça. Et nous, on a cette sensibilité vis-à-vis des Anglais, qui sont une certaine philosophie. Hein. Vous avez vu par rapport au Covid, hein,
Je vais pas, le flegme britannique. Oui, le flegme et l'habitude. Hein. Je veux dire, si des familles vont en Angleterre par rapport au système français, je peux vous dire que j'ai encore 6 petits-enfants qui vivent en Angleterre et qui sont jeunes, et j'en ai 8 à un moment, donc vous voyez, c'est-à-dire tous. Bon. Je peux vous dire que c'est pas quelque chose que les Français accepteraient dans l'évolution du système de santé aussi facilement que ça. Donc je crois que là, en l'occurrence, il faut vraiment apprécier les décisions prises par les autorités de santé, même si a peut-être tordu un peu le bras d'une ou deux agences en même temps. Oui, finalement, oui, d'accord, ASMR. Et ça, je trouve ça catastrophique. Quand un État décide de se lancer dans un programme d'immunisation, il faut y aller. Parce que sinon, c'est des échecs de programme. On a été d'échec en échec en termes de programme de vaccination. Je vous rappelle que pour le papillomavirus, avec les remarques d'ici ou là, oui, le frottis, c'est peut-être aussi bien, etc. Ça n'a rien opposé au frottis. Hein. Bon. On est encore un des pays qui vaccine le moins. Pour le méningocé, on a mis 10 ans jusqu'à l'obligation vaccinale avant d'obtenir un taux suffisamment élevé. Donc, je pense que vraiment, personnellement, je regrette qu'une fois que la décision d'acheter ce type de produit ait été prise, elle a été prise depuis plusieurs mois, parce que c'est comme les vaccins antigrippaux où on les commande à l'avance, on ne va pas vous fabriquer sur mesure des anticorps monoclonaux, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Je regrette la prise de position et de la NSM vis-à-vis des faits indésirables qui n'existent pas encore, d'accord, et de la HAS, parce que quand on va dans un programme d'immunisation, il faut y aller. Il faut tous y aller, parce que c'est en obtenant des couvertures vaccinales élevées qu'on verra des effets. Et j'ai dit vaccinales, des couvertures d'immunisation. Vraiment, je trouve que ce côté, la logique d'agence sur lequel je revenais, je la regrette fortement. Juste un point pour terminer sur ces batailles de firmes. Vous avez des pressions, vous êtes... non ? Vous savez, en principe, on est justement complètement indépendant parce que justement, on développe tous les produits, on fait partie, on donne nos idées, mais il n'y a pas de pression. Nous, on ne... Pas de pression commerciale. D'abord, quand je dis pression commerciale, ça s'appelle un tender, c'est-à-dire que c'est l'État qui décide. Une fois que c'est pris, il faut le faire. Je veux dire, après, si un produit est mis sur le marché et après il va y avoir une force de vente qui va expliquer mon vaccin, c'est mieux que l'anticorps monoclonal. Donc c'est une décision politique, c'est ce que vous êtes en train de me dire. Je crois que là, ça a été des décisions de santé publique pratiquement imposées par l'intensité de l'épidémie de l'année dernière et parce qu'on oublie vite, hein. C'était il y a longtemps, hein, l'épidémie de l'année dernière. Donc on ressent bien là l'intérêt de la mémoire, de l'histoire de l'hiver dernier et des pressions légitimes et bénéfiques dans le cas des sociétés savantes, des professionnels, des hôpitaux, et qui font dire vous ne pouvez pas, quel que soit l'avis de la HAS, qui n'est qu'un avis, disons, d'études, de dossiers, de tests statistiques, vous ne pouvez pas passer à côté d'un risque, et il faut donc que vous preniez des mesures totales, et elles ont vraiment été totales, puisqu'on a un produit gratuit pour tout le monde. C'est assez rare, non ? C'est exceptionnel. Et pratiquement, et pratiquement, j'en suis fier, non pas à titre individuel, parce que j'ai aucun rôle dans ça, mais je dis que là, on a été exemplaire. On est à peu près dans la situation vis-à-vis du nirsevimab qu'étaient les Israéliens il y a 3-4 ans, quand le SARS-CoV-2 est arrivé, qu'ils ont eu le produit et qu'ils ont surveillé. Nous, notre objectif, c'est... On a frôlé la catastrophe, on ne veut pas recourir à ça, on veut voir exactement quel est l'impact et de combien ça va réduire, en dehors des variations épidémiologiques que vous avez citées tout à l'heure. Et alors, les années prochaines, quand on aura tout à disposition, des vaccins et un anticorps monoclonal et peut-être d'autres anticorps monoclonaux, ça sera quoi le bon choix politique ? On va continuer
à faire des produits Sanofi gratuits, ou est-ce qu'on va mettre ça dans un carnet de vaccination classique? Je ne peux pas imaginer que ce soit autre chose que la deuxième solution. C'est-à-dire qu'il y aura deux produits, un vaccin, un anticorps monoclonal. Ça attend d'un examen complet du dossier par la HAS, avec les données en plus fournies cette année comparativement aux autres pays. D'accord. Et une fois qu'on aura ça, c'est aux autorités de santé de choisir en fonction du rapport coût-efficacité, parce que moi, je pense que la médecine a un coût, hein, donc il faut choisir celle qui donnera les meilleurs. Est-ce que les parents sont prêts le plus à accepter? Vous n'êtes pas sans ignorer que la vaccination maternelle, pour l'instant en France, ne marche pas très bien. Contrairement à l'Angleterre, si on prend l'exemple de la grippe, les mamans anglaises et les mamans américaines sont bien mieux vaccinées que les mères françaises, alors que... Pour protéger leur futur bébé. Pour se protéger elles-mêmes, parce qu'en fin de grossesse, la grippe est une maladie grave, et pour protéger leur bébé. Et pareil pour la coqueluche. Bon, cette notion de vaccination maternelle, il ne faut pas croire que pour les Anglais, ça va être assez simple. On va rajouter un vaccin anti-VRS aux autres qui existent déjà. Bon, pour nous, on a un vrai progrès à faire pour la vaccination maternelle que je souhaite ardemment. Merci, messieurs. Deux petites questions pour finir. On n'aura pas le temps de tout aborder. La première question, je vous la donne. Comment on peut être pédiatre et anti-vax, puisqu'il y en a 10% dans notre pays, ce qui paraît quand même énorme. C'est une enquête de l'Institut Pasteur. 10%. Moi, c'est pas ce que je vois, hein, mais je suis prêt à l'entendre. Mais ça dépend. Le niveau d'antivax, c'est-à-dire que, vous savez, les antivax en France, c'est pas 10%. Les hésitants, c'est beaucoup. C'est-à-dire que il y a 2, 3, 4% de vrais antivax. Je veux aucun vaccin, je veux même pas discuter, etc. Et puis il y a une fraction de la population qui est peut-être de 20 et quelques pourcents qui elle hésite et qui veut voir au cas par cas. Une dernière question, Jean-François. Vous vouliez savoir si... Dans ce monde qui change, des médecins, des pénuries, petite question brève, est-ce que les généralistes sont des bons pédiatres? Ce qu'ils étaient ou ce qu'ils vont devenir? Non, aujourd'hui. Non, si, parce que en ce moment, la maquette de la formation de médecins généralistes est en train de changer avec une réduction de temps de formation en pédiatrie. Ça nous préoccupe beaucoup. Ça va être encore pire, alors. C'est pour ça que je rebondissais sur cette question. Je crois que c'est très individuel. Je crois que malheureusement, le métier de soin des enfants que doivent effectuer les médecins généralistes n'est pas assez... leur cursus universitaire n'est pas assez bon. En tout cas, c'est pas dans les services de spécialité de pédiatrie qu'ils vont apprendre ni comment vacciner les enfants, ni comment on suit des enfants normaux. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a un effort de formation considérable qui doit être fait à tous les niveaux, et en particulier pour les médecins. Est-ce que tous les futurs généralistes devraient faire un semestre d'interne chez un pédiatre libéral? Ou aux urgences. Les urgences sont un lieu de formation extrêmement important pour la pratique courante. On ne peut pas dire que d'un côté, n'importe qui vient aux urgences, et que de l'autre côté, on ne voit pas des enfants quasiment normaux. On va s'arrêter là, si vous voulez que je vous donne le temps de conclure. Moi, je conclurai de façon consensuelle, dire que les généralistes sont qualifiés et que les pédiatres sont des experts. On arrive aux conclusions. On va commencer avec vous, Jean-François. Mais je trouve qu'on n'a pas fait une émission si politique que ça. On n'a pas... Bien sûr, tout ça est politique, mais finalement, ce que j'apprends, ce que je comprends de ce que nous a dit Robert, c'est que les décisions prises sont celles de bon sens, c'est celles qui sont basées sur des données solides, et finalement, la cascade de décisions jusqu'à la mise à disposition de ce traitement préventif pour tous est finalement le fruit d'un développement bien fait et d'une décision politique qui est scientifiquement solide. On espère que ça va marcher. On se retrouve peut-être
dans 8 mois pour faire le bilan de l'hiver prochain. 4-5 mois nous suffiront. Et à ce moment-là, on mettra avec vous Robert Cohen et on invitera un homme politique pour que ça soit résolument politique. Votre conclusion, Robert? Non, je crois que je vais aller dans le sens de Jean-François. Je crois que les décisions... De quel Jean-François? Jean-François Bergman. Jean-François Bergman, il est rare que je sois d'accord avec vous, donc c'est normal. Il est assez rare, donc je crois que ça a été une décision courageuse qui a été imposée par l'épidémie de l'année dernière, qu'on ne pouvait plus revivre une histoire pareille, parce que, vous savez, plus le travail devient difficile, plus les gens quittent les hôpitaux, plus les gens quittent les urgences. Enfin, je n'invente rien dans ce que je dis là, et je salue la décision qui a été prise. Maintenant, il faut qu'on s'attelle à la tâche de bien immuniser, et surtout, je voudrais insister, les petits et les enfants à risque. C'est sûr que ça peut servir jusqu'à 7 mois, 8 mois, mais les fragiles, les nouveau-nés, ceux qui ont moins de 3 mois, les prématurés, les anciens prématurés, ça doit être le cœur de cible de ça. Ces enfants-là doivent être immunisés. C'est comme ça qu'on verra le maximum de bénéfices individuels et le maximum de bénéfices collectifs. Merci messieurs, voilà une belle revue de ce qui attend nos petits dans les mois qui viennent. Quant à vous, continuez à nous envoyer vos commentaires et vos questions. L'adresse lsq33@gmail.com. Nous, on se retrouve dans 2 semaines avec le président du Conseil national de l'Ordre pour se consacrer à un autre sujet préoccupant, la violence contre les professionnels de santé. Mais en attendant, portez-vous bien.